l'amendement des terres, comment on appelle ça, les éléments qu'on met dans la terre pour faire fertiliser, c'est-à-dire tous les nitrates, les phosphates, tous ces produits-là qui, à travers la plante et l'animal, nous atteignent quand même, parce que surtout les produits nitrés montent dans la sève des plantes et puis on absorbe ça. Bon, on dira que on mange la plante, donc on mange du légume, on mange du fruit, mais ces nitres, on s'en rend pas compte, mais on s'aperçoit, nous qui faisons des arts martiaux depuis longtemps, que les enfants que nous avons aujourd'hui sont beaucoup plus fragiles que ceux qu'on avait. Ils ont moins de résistance aujourd'hui, surtout les résistances osseuses. Alors c'est dû à la nutrition, ça. C'est pas que les enfants sont moins bien nourris qu'autrefois, seulement c'est la qualité de la nourriture qui a changé. Bon, elle a changé parce que dans les produits, même le meilleur agriculteur, lui, est de bonne volonté, il arrive à nous donner des produits qui sont sapides, si vous voulez, qui ont un goût. Malgré que vous apercevez que si vous avez connu autrefois les fruits, les légumes d'il y a 20 ou 30 ans, ça n'a plus le même goût aujourd'hui. Les jeunes ne s'en aperçoivent pas, bien sûr, puisque les gens peut-être peuvent penser que ça a toujours été comme ça. Bon, un fruit d'aujourd'hui, bon, a peut-être la même saveur qu'autrefois, mais ça, c'est pas vrai si on se rappelle du goût du fruit qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Bon, c'est-à-dire qu'on a poussé les productions à l'extrême. Alors, l'INRA a peut-être poussé aussi à l'extrême pour qu'on profite, c'est-à-dire qu'on rentabilise les terres. Alors ça, il faut changer cet état d'esprit, c'est-à-dire il faut changer l'état d'esprit, non pas en faisant de la culture biologique comme l'on fait actuellement. Vous avez des agriculteurs qui font ce qu'on appelle la culture biologique, c'est-à-dire ils disent nous on ne traite pas les plantes. On ne traite pas les plantes, mais on traite quand même la terre de la même manière. Alors on ne traite pas les plantes, alors donc vous pouvez manger ces plantes, elles sont de bonne qualité. Peut-être un peu de meilleure qualité que celles qui sont traitées vraiment par des poisons. Hein. Vous savez qu'on met des pesticides dans la terre, sur les plantes, sur les fruits, les légumes pour empêcher les parasites de les atteindre. Et s'il n'y a pas eu de grosses pluies ou si on ne les lave pas, eh bien on sait très bien qu'on peut très bien avoir des inconvénients. D'abord on s'aperçoit souvent qu'on a des coliques, on a des maladies, des malaises et on ne sait pas d'où ça vient. Des fois ça vient souvent d'une nourriture qu'on croit saine et qui ne l'est pas. Bon, alors ces gens qui font de la culture biologique, on rend quand même service, mais c'est pas le service définitif quand même. On n'a quand même pas dans le fruit, parce qu'on a analysé ces fruits biologiques, on s'est aperçu qu'il manquait aussi des vitamines, qu'il manquait tous les éléments principaux qui sont utiles à la croissance des enfants et à la nutrition de l'homme pour que la vie soit normale et saine. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est la biodynamique, c'est-à-dire qu'on va redynamiser les terres en les traitant de différentes manières. Et on a comme contrôle alors les cristallisations. Alors, les cristallisations, ce sont les forces formatrices. Les forces formatrices, si dans un produit, on a des forces formatrices qui sont fortes, qui sont bien dessinées, on sait très bien que le produit est bon. Si les forces formatrices manquent, c'est que le produit n'est pas bon. Alors, il y a une constatation qu'on a faite, c'est que, c'est un peu comme dans l'iridologie, si vous regardez dans un œil, on peut voir des malaises qu'il y a ou des maladies qui se trouvent réparties dans le corps. Un organe est atteint, ben, on peut se lire dans l'iridologie. Et là, c'est pareil, on a la lecture dans la cristallisation. Alors, cette cristallisation, c'est tout un travail, bien sûr, sérieux à faire. C'est pour ça qu'il faut stériliser ces produits. Il faut stériliser les plaques. Il faut l'endroit où on veut travailler. Il faut que cet endroit soit aussi, pas stérile bien sûr, mais qu'il soit hors d'atteinte des corps étrangers, quoi, des microbes, tout ce que... Alors on ne va pas stériliser le laboratoire comme on stérilise un laboratoire ou une salle d'opération. Avec quel appareil on voit la formation, la cristallisation? Eh bien, on n'a pas besoin d'appareil, c'est-à-dire qu'on prend des plaques de verre, juste on prend des lames assez grandes. Au microscope? Non, on n'a pas besoin de microscope. Alors, ces plaques, on les photographie en diapo, parce que c'est visible à la loupe, comme ça, même à l'œil nu, c'est visible. Mais l'autre jour, j'avais apporté des schémas, des dessins.
Mais on va faire, là maintenant, on va faire des diapos. Et ces diapos, on les projette sur écran. Alors, rien que sur l'écran, on verra, on a agrandi l'image une dizaine de fois à peu près, peut-être un peu plus. Ça suffit largement. Parce qu'au microscope, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des lignes de force, C'est-à-dire, on va voir des cristaux, comme les cristaux de neige, par exemple, on va voir le détail de cristal. On n'a pas besoin de ça. Nous, ce qu'il nous faut, ce sont les lignes générales de la cristallisation. Alors, sur les essais qu'on a fait, là, moi j'en ai fait pendant des années, bien sûr. J'ai fait des centaines et des centaines de cristallisations. Alors, remarquez une chose, par exemple, là, vous avez dû remarquer la dernière fois, je vous ai montré, que du lait, par exemple, qui était frais et sain, donnait une cristallisation avec un centre bien déterminé, avec des lignes de force qui partaient dans des directions aussi bien déterminées. Bon, on faisait bouillir ce lait. Alors, j'ai fait bouillir 5 minutes, par exemple. Hein. On avait déjà le centre qui s'était affaibli, le centre de gravité qui s'était affaibli, et les lignes de force qui étaient moins dessinées. Je fais bouillir 10 minutes, le centre s'affaiblissait encore, et les lignes de force diminuaient encore. Bon. Je fais bouillir 20 minutes, alors c'est celle-là que je vous ai montrée. Je fais bouillir 20 minutes, le centre a disparu, il y avait plusieurs centres qui se... C'est-à-dire que le lait n'avait plus de vitamines du tout. C'est-à-dire toutes les qualités nutritives du lait, il y avait des graisses en suspension, c'est-à-dire de la caséine et des graisses en suspension dans le lait, mais la qualité nutritive et utile du lait, il n'y avait plus. Bon, chimiquement parlant, vous faites une analyse du lait, tout y sera. Donc c'est un impondérable, ça, que la science ne peut pas encore bien déceler. Donc si vous faites une analyse classique de laboratoire, vous allez trouver du lait absolument parfait. Or là, dans la cristallisation, on voit bien que le lait est imparfait puisqu'il manque toutes ses qualités nutritives, c'est-à-dire les vitamines. La vitamine A, par exemple, qui est dans le lait, et d'autres vitamines aussi. Et toutes les énergies qui sont dans la matière et qu'on perçoit à travers l'animal, bien sûr, mais c'est l'énergie des rayons cosmiques et d'énergie solaire qui est venue s'accumuler dans les plantes et dans le sol. La plante commence à faire un tri des forces nutritives qu'il y a dans le sol et accumule ça en elle. Et la bête vient manger cette plante. Bon, l'animal vient manger cette plante, et nous, après, nous mangeons ou le lait de l'animal, ou des œufs, par exemple, pour les volailles, ou alors l'animal lui-même, si on mange de la viande. Et à travers tout ça, tout le cycle d'énergie passe à travers l'animal, vient jusqu'à nous. Mais s'il n'y a plus d'énergie, si l'animal a mangé quelque chose qui n'est pas énergétique, eh bien, il n'aura que l'énergie cosmique qui pourra, parce que l'énergie cosmique est très importante. Ça, on n'en parle pas non plus dans la médecine, mais l'énergie cosmique a une importance primordiale pour notre existence et pour notre vie et notre santé. Et ça, on n'en tient pas compte, on a tort. Alors, on sait très bien que le Soleil a une importance primordiale sur notre existence, mais on ne pense pas au rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique est peut-être plus important que le rayonnement solaire. Le rayonnement cosmique, c'est un rayonnement qui part des longueurs d'onde extrêmement petites qui vont de l'ordre du millième, même du milliardième d'angstrom, et ça, c'est pas décelable, puisqu'on arrive à déceler des ondes qui sont du centième d'angstrom. Et maintenant, on arrive à créer même des ondes des mégahertz, par exemple, des gigamégahertz, c'est-à-dire à avoir des fréquences assez élevées. Mais on n'a pas encore atteint quand même les rayons X. Les rayons X sont produits par des appareils que nous fabriquons. C'est-à-dire qu'avec des lampes, on arrive à produire des rayons X. Bon, les rayons X sont encore des longueurs d'onde bien beaucoup plus grandes que celles du rayonnement cosmique. Alors, ce rayonnement cosmique, on ne le décèle donc pas. Bon, mais ça quand même, il y a quand même des appareils qui perçoivent les rayons cosmiques, mais des grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire relativement grandes, c'est-à-dire de la hauteur des ultraviolets ou alors des rayons X, rayonnement X ou gamma ou bêta. Alors on les perçoit, mais on ne perçoit que quelques éléments. Alors très profondément dans la Terre, 35 mètres, 40 mètres, maintenant on va jusqu'à 2000 mètres et puis on les perçoit encore. Mais ces rayons cosmiques, ils sont multiples et toutes les gammes d'ondes, on peut avoir toutes les gammes d'ondes des plus petites aux plus grandes, et tout ça passe à travers nous. Alors on fait le tri, nous avons des appareils récepteurs qui font le tri de toutes ces ondes.
Et on ne garde que celles qui nous sont utiles. Un peu comme dans la nourriture, le corps fait le tri également. C'est-à-dire notre appareil digestif fait le tri de façon à répartir les éléments nutritifs, c'est-à-dire toutes les forces que l'on peut puiser dans la nature, dans les aliments que nous mangeons. Mais en même temps, le rayonnement solaire et le rayonnement cosmique, aussi à travers la peau et à travers des organes sensoriels que nous avons, et des organes qui sont sensoriels mais dont on n'a pas la sensation, c'est-à-dire que l'on n'a pas conscience. Ça n'a rien à voir avec le subconscient, hein, c'est autre chose. Bon, mais on n'a pas conscience de... On respire de l'air. Bon, on sait très bien, maintenant on a analysé les gaz que l'on respire, donc on sait très bien, mais on ne sait pas tout. Or, on ne respire pas que de l'air. C'est pour ça que dans le yoga, par exemple, on vous donne des pranayamas à faire. Les pranayamas, ça a le but de vous faire garder le prana et non pas l'air. Hein. L'air est un véhicule du prana. Bon, mais quand on respire normalement, sans faire de pranayama, eh bien, on garde aussi des éléments énergétiques qui sont dans les ions produits par le rayonnement cosmique, dans l'air que nous respirons, et ces ions se répartissent également et nous donnent de l'énergie. Bon. Donc si on empêchait notre corps de percevoir ces rayons cosmiques, si on isolait notre corps complètement du rayonnement cosmique, on ne vivrait pas longtemps. Or, pour isoler notre corps des rayonnements cosmiques, il faudrait du plomb, par exemple, une épaisseur de plomb très épaisse pour pouvoir l'isoler totalement. Et ça, je ne vois pas quelqu'un s'habiller en plomb. Bon. Et bon, c'est pour ça qu'on peut descendre très profondément dans la terre ou sous l'eau, et on a toujours ce rayonnement cosmique. Sans ça, l'homme dans la cloche sous-marine ne vivrait pas. S'il n'y a pas ce rayonnement cosmique, il ne pourrait pas tenir. Parce que les cosmonautes qui sont allés, par exemple, là, les cosmonautes russes qui sont restés longtemps en apesanteur, alors on dit que l'apesanteur a agi sur leur organisme. On s'est aperçu que les cellules ont commencé à se dissocier. Enfin, ils sont en très mauvaise santé actuellement. Là, on les surveille de près, d'ailleurs. Ils sont là, pas en quarantaine, non, parce qu'ils ne sont pas dangereux, mais ils sont quand même surveillés de près. Et ils réapprennent à marcher. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'ils ont été exposés au rayonnement cosmique. Et là, il n'y avait plus de protection, la protection de l'atmosphère que nous avons, c'est-à-dire de tout ce qu'on a autour de la Terre et qui nous protège, parce que le rayonnement cosmique est filtré. Alors on a la dose qu'il nous faut, seulement en plus de ça, le rayonnement cosmique doit pénétrer dans le sol, il doit pénétrer librement dans le sol. Et tout dépend des sols. Il y a des sols où ce rayonnement cosmique ne pénètre pas librement. C'est-à-dire il est renvoyé, c'est ce qu'on appelle les rayons telluriques. Souvent les gens disent il y a des rayons telluriques, un mauvais endroit, je suis mal pour dormir. Bon, ce sont ces rayonnements cosmiques qui rencontrent des champs électriques, c'est-à-dire des terrains conducteurs. Et ces champs électriques dévient les rayons cosmiques, une partie des rayons cosmiques, une partie. Les dévient et cette déviation est renvoyée vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la source, et perturbe les rayons cosmiques qui viennent. C'est-à-dire que ça fait des interférences, et ces interférences nous sont nuisibles également. C'est pour ça qu'il y a des cas où on est mal à l'aise. On croit souvent que c'est la pression atmosphérique. On dit il n'y a que 1000 millibars, par exemple, on n'est pas bien, ou il y en a 1020 et puis on est un peu écrasé. On se dit, c'est la pression atmosphérique, mais il n'y a pas que ça. Il y a la pression du rayonnement cosmique. Et ce rayonnement cosmique est souvent faussé aussi par le soleil, par les taches solaires, c'est pour ça que ça agit sur le caractère des gens, mais ça agit surtout sur la santé. Alors tout dépend des sols. Il y a des sols où le rayonnement cosmique pénètre bien, et d'autres sols où il est perturbé. Alors là, dans ce sol-là, évidemment, ça pousse mal. Ça pousse mal. Les légumes qui sont poussés, eh bien, ne s'adaptent pas, ou s'adaptent pas bien. C'est pour ça qu'il y a des régions où telle espèce de plante pousse bien, et puis des régions où ça ne pousse pas. Dans le globe, il y a plein d'endroits. Alors on arrive à adapter, parce qu'on est arrivé, par la serre par exemple, à créer une chaleur artificielle. Bon, une chaleur artificielle, c'est-à-dire artificielle par rapport à la chaleur ambiante qu'on a selon la saison, bon, par les serres. Mais il y a autre chose, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'un fruit qui est adventiste, par exemple, qui a été adapté dans le pays, il n'aura jamais la qualité qu'il avait dans le pays d'origine.
il y a quand même le goût, il y a pas mal, mais il n'aura jamais cette qualité. Parce que le rayonnement cosmique n'est pas le même. Ou alors il faudrait qu'il trouve un terrain absolument identique. Bon, alors il y a des terrains qui sont perturbés comme ça. Bon. Eh bien, ces terrains perturbés, on les voit dans les cristallisations aussi. On ne peut pas le voir. Cette perturbation, on ne la retrouve pas dans l'analyse chimique. La Terre, vous allez l'analyser, vous allez analyser tous les produits qu'il y a dans la Terre, vous allez pouvoir dire, il y a tel et tel produit, mais vous ne verrez pas le rayonnement. Donc, les impondérables ne vous apparaîtront pas. Dans la cristallisation, ça apparaît. C'est pour ça qu'on a intérêt aussi à analyser la Terre, à faire des cristallisations de la Terre. Alors c'est pour ça qu'on opère par analyse de la Terre, parce qu'il faut savoir exactement la composition de la Terre, pour savoir si elle est pH, c'est le pH de la Terre, pour savoir si c'est acide ou basique, de façon à savoir les ions qui vont se dégager. Bon, dans toutes les plantes, hein. Vous pouvez le faire, ça. Oui, ça c'est facile, vous pouvez le faire, ça. Oui. Alors, bon, on fait le pH. Bon, mais un peu. Alors, s'il y a un pH ou acide, par exemple, on sait qu'il va y avoir des ions. Alors, ça, tout le travail que je suis en train de faire, justement, c'est pour analyser la ionisation le travail qui se fait dans la Terre. Parce que, quand vous mettez des produits chimiques dans la Terre, des nitrates, par exemple, pour avoir de l'azote, bon, vous allez mettre des nitrates, mais les nitrates, il y a aussi des potasses qu'on met. Alors, dans ces éléments, il y a des produits qui sont utiles, puis d'autres qui sont très très nuisibles. Mais vous allez avoir une plante qui va pousser. Alors maintenant, on fait de la culture sans sol, légumes. Hein. Ah oui, très répandu maintenant. Ouais, ça, c'est dangereux pour nous. Dangereux pour eux. Les aliments qu'on va manger dans la culture sans sol, eh bien, il va manquer toutes les vitamines. On va avoir l'élément, on va avoir le support, c'est-à-dire que le légume, le fruit, vous aurez le support exactement. Vous analysez chimiquement, vous allez trouver tous les éléments. Sauf peut-être des vitamines qui quand même se décèlent sous l'analyse, hein, parce qu'on sait que tel produit a telle vitamine, on peut déceler. Mais les forces, on ne les décèlera pas. Il n'y a que la cristallisation qui pourra donner. Bon. Alors, c'est pour ça qu'il faut revenir aux méthodes traditionnelles, mais sans perte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que non plus qu'on ait une récolte plus mauvaise ou des récoltes abîmées. Or, il se passe chez la plante ce qui se passe chez l'homme et chez les animaux. L'homme devient fragile, les animaux aussi, c'est-à-dire qu'on est facilement atteint par la grippe aujourd'hui, plus facilement qu'autrefois. Bon, pourquoi? Parce qu'on devient plus fragile. On vit dans des milieux pas stériles, si vous voulez, presque. On se protège trop, et on finit par un système d'immunité que nous avons, qui est automatique, ne se fait pas. Bon, alors, en plus, on supprime le sel chez la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens qui suppriment le sel complètement. Ils ont tort. Parce que le sel aussi sert à produire cette espèce des anticorps, par exemple, à réveiller le système immunitaire que nous avons. Bon, alors, quand on diminue le sel, c'est normal, parce que trop de sel, c'est pas bon. Mais le supprimer complètement, c'est idiot, parce qu'on devient plus fragile. Or, la plante, c'est la même chose, elle devient plus fragile aussi. C'est pour ça qu'il faut la traiter. Il faut traiter contre certains virus, il faut la traiter contre certains insectes et tout ça. Que la plante serait saine, plus saine, eh bien, elle supporterait les conséquences, elle supporterait mieux, elle résisterait mieux aux intempéries, par exemple au gel. Elle résisterait peut-être 1 degré en dessous, 1 degré ou 2 de plus en dessous, négatif. Donc, vous aurez une plante plus robuste. Pourquoi? Parce qu'elle aurait en elle des vitamines. C'est ce qu'on va essayer de faire aussi. Ça. Alors, chez l'être humain et l'animal, eh bien, alors on est fragilisé actuellement, notre vie moderne nous fragilise, puisqu'on ne fait plus beaucoup d'efforts. Alors, maintenant, on pallie ça par le sport, beaucoup pallient par le sport. Et c'est un bien qui est cette goût, cette envie de faire du sport. Sans ça, les gens deviendraient... on serait tous des cul-de-jatte, parce que regardez déjà, on vit en voiture la plupart du temps, on ne veut plus marcher. Quand on fait 10 km, on dit oh là là, que c'est loin, autrefois les gens marchaient. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Hein. Bon. On se fragilise, donc il faut pallier à ça. Et je pense que c'est à travers la nourriture, à travers une nourriture saine, et non pas une nourriture artificielle. Alors, il y a un principe que l'on applique, c'est d'aller chercher l'énergie ailleurs. C'est-à-dire que vous avez des terres ici qui ont été poussées, qui ont été puisées. Les meilleures terres ici même sont épuisées. Celles qu'on cultive actuellement sont épuisées parce que depuis la guerre surtout, et même avant, on faisait rendre le maximum à la terre. Mais il y a des régions qui ne sont pas loin d'ici, où la terre est pas vierge, non?
Mais ouais, elle est pleine d'énergie et on n'y pense pas à ça. Alors on va chercher des plantes qui sont des plantes un peu spécifiques. C'est un peu genre plantes médicinales, si vous voulez, qui ont des pouvoirs particuliers. Et ces plantes, on va les chercher dans des endroits où l'énergie n'a pas été épuisée, c'est-à-dire dans la montagne. Mais loin des cultures, assez loin des cultures. Alors, la montagne, ici, ça ne manque pas. Hein, bon. On va chercher ces plantes. Alors, il faut dissocier ces plantes, c'est-à-dire alors faire sortir. Les dissocier, on libère les énergies. Vous savez que toute transformation de la matière libère des énergies. Alors, transformation de la matière par combustion, par exemple, si vous faites brûler quelque chose, soit des produits qui sont issus d'animaux ou de végétaux comme le pétrole, les hydrocarbures, par exemple, vous allez, par combustion, vous allez obtenir de la chaleur. Cette chaleur, vous allez l'utiliser, donc elle redevient utile, bon, sous forme de chaleur. Dans la nature, ce phénomène se passe dans la nature, mais plus lentement. Il y a une radioactivité continuelle. Parce que on parle de radioactivité, mais on parle de radioactivité dans le monde nucléaire, c'est-à-dire là, pour les centrales nucléaires, pour les bombes. Mais la radioactivité se fait partout. Nous sommes des éléments radioactifs. La radioactivité devient brutale quand c'est instantané, c'est-à-dire quand il y a explosion. C'est-à-dire si vous prenez de la poudre à canon, par exemple, et vous la répartissez sur la table, là, ou sur le sol, et vous mettez une buvette, vous allez voir, ça va flamber, mais il n'y a pas d'explosion. L'explosion va se faire si vous l'enfermez, si vous faites compact. Là, il va y avoir une explosion parce qu'il faut libérer le vase, il faut qu'il cédera sous la pression et il va sauter. L'atome, c'est à peu près pareil. Il faut libérer des énergies qui sont enfermées dans le noyau. Alors ça, on se garde d'y toucher parce que c'est là où... Mais ça se passe continuellement dans la nature. Seulement la période, au lieu d'être d'un milliardième de seconde, la période est de quelques années ou même plus longtemps que ça. Bon, ou des jours, ou des mois, ou des années. Ce qu'on appelle la période, c'est la radioactivité de tous les objets. Tout est radioactif. Nous sommes radioactifs. Seulement, c'est la perte de la moitié de la masse de chaque corps. Bon. Alors, des corps qui mettent 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, 3 milliards d'années vont perdre la moitié de leur masse. Et d'autres corps, c'est instantané, c'est à quelques secondes presque. Bon. Mais dans la nature, dans ce qui se passe dans le sol et dans les plantes et en nous, ça n'est pas instantané. C'est bien réparti. Et c'est pour ça que nous possédons une sorte de chaleur, une température qui est bien définie, bien déterminée. Ça, c'est comme les forces formatrices. Elles sont dirigées par une génétique et notre température est équilibrée également. Non pas chimiquement, seulement chimiquement, parce qu'il y a un système régulateur. Et ce système régulateur, c'est dû aussi à des forces formatrices. C'est ça, justement. Et il faut le trouver. Personne ne le connaît jusqu'à maintenant. Bon. Alors, étant radioactif, donc, et les plantes étant radioactives, la Terre étant radioactive, il s'agit de ne pas laisser perdre les éléments que l'on libère quand on transforme une matière. C'est-à-dire que si on fait pourrir des produits, par exemple, comme des plantes, on obtient une espèce de fumier, comme je l'ai fait voir, un fumier artificiel, sans qu'il y ait de vache dessus, ça veut bien l'odeur de fumier de vache. Bon, alors ça, c'est un produit qui est absolument concentré. Ce sont des plantes qui viennent de la montagne et qui ont accumulé de l'énergie pendant toute l'année, là, et qui ramassent cette énergie pendant l'automne pour la relibérer au printemps, c'est-à-dire au moment des poussées de sève. C'est comme les marmottes qui s'endorment. La plante se renferme sur elle-même, elle garde son énergie, et presque toutes les plantes, de ce côté-ci de la planète, l'autre côté c'est l'inverse. Et en hiver, c'est-à-dire à partir de l'automne et tout l'hiver, la plante va garder, plus ou moins, pas toutes, puisqu'il y en a actuellement, il y a des plantes qui produisent. Bon, mais la plante va conserver, ces plantes dont je vous sers, elles se conservent leur énergie, et une énergie potentielle énorme, qu'on ne soupçonne pas. Comme on ne soupçonne pas dans l'atome l'énergie qu'on peut libérer brutalement et qui fait des bombes atomiques, eh bien on ne soupçonne pas l'énergie qu'il y a dans des petites plantes comme ça. Bon. Alors, si on libère cette énergie qui est en état potentiel dans la plante, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement, là, tout l'hiver, et cette énergie va être libérée tout doucement pour faire pousser la plante et les autres plantes autour. Et là, à ce moment-là, il y a le printemps, c'est l'éclosion de toutes les plantes au printemps, c'est ces poussées de sève. Ce sont encore des forces formatrices qui produisent ça. Alors, moi, je prends, par exemple, actuellement, des plantes qui ont enfermé pendant
plusieurs mois, pendant toute la saison d'été, qui ont enfermé les énergies du soleil et du rayonnement cosmique. Et qui ont concentré ça comme des batteries d'accumulateurs, on concentrait de l'électricité. Bon. On libère cette énergie, mais potentiellement, elle est plus importante que dans n'importe quel fumier, quel produit normal. Alors, il faut donc diriger cette énergie. Alors, on dirige comme on fait pour l'homéopathie, c'est-à-dire on fait des dilutions. Les dilutions, une dilution permet que les surfaces qui sont en contact les unes avec les autres, quand on multiplie, quand on fractionne une bulle, par exemple, quand on fractionne une partie, mettons 1 cm3 de produit liquide, on fractionne et on dilue dans du liquide. On opère comme dans l'homéopathie, on fait des dilutions, dilution 2, dilution 3, 4, 5, c'est-à-dire autant de zéros que le chiffre, la puissance que l'on met. Bon. Donc on obtient des dilutions de l'ordre de 10 000, d'1 milliard, même si on veut, si on met vers 1 milliard, ou 10 milliards, ou 100 milliards. Et on obtient un peu le produit, alors il n'est plus décelable, si vous voulez, dans la solution. Il n'est plus décelable chimiquement parlant, mais les forces formatrices, elles sont là et libérées. À ce moment-là, il faut asperger un fumier quelconque, un compost, avec ce produit. Il faut à peu près 12 grammes pour 3,5 tonnes de fumier, à peu près. 12 grammes, c'est rien, hein, 12 grammes. Mais 12 grammes dilués dans 1 mètre cube d'eau, par exemple. Hein, alors, on analyse tout ça par les cristallisations. Hein, parce que chimiquement parlant, on peut pas. C'est comme, on entend parler dans la médecine, il y en a encore un hier soir, dans Apostrophe, qui était contre l'homéopathie, en disant que l'homéopathie c'était de la fumisterie, du moment qu'on n'avait pas la preuve que, bon, il y a quand même des malades qui sont guéris par l'homéopathie, on a beau nier, il y a tous ceux qui sont soignés, et les médecins qui adhèrent et tout, et donc il y a, bon, mais la médecine officielle ne l'accepte pas, parce qu'on ne peut pas comprendre le phénomène. Alors il y a un tas de choses qu'on ne devrait pas accepter parce qu'on ne comprend pas le phénomène. La vie, par exemple, on ne sait pas ce que c'est, alors on ne devrait pas l'accepter non plus. Bon. Et cette homéopathie a prouvé quand même que... Alors, quand on comprend le processus de l'homéopathie, on comprendrait bien qu'en diluant les produits à l'extrême, on arrive à l'échelle de la cellule. À l'échelle à la cellule, on connaît le nombre d'Avogadro qui est énorme. Donc, une quantité de cellules est énorme dans 1 cm3 de liquide ou de gaz. Donc, on connaît le nombre, donc c'est le nombre d'Avogadro. Et une dilution qui ne va jamais dépasser quand même une quantité déterminée de molécules dans la solution. Alors, on analyse aussi les solutions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser certaines doses. C'est-à-dire que si je dépasse une dilution par exemple, de 9, par exemple, 9 ça fait déjà 1 milliard. Hein. Bon, alors, si j'avais une dilution 9, j'analyse encore pour voir s'il y a encore des forces formatrices. S'il n'y a plus de forces formatrices ou si elles sont très faibles, c'est que ma dilution est trop poussée. Alors, on enlève 1 ou 2 ou 3 zéros et puis on fait une dilution moins forte. Hein. Donc, on peut diriger donc l'énergie par la cristallisation, toujours. Notre microscope, à nous, c'est la cristallisation. Et on peut déceler des forces qui ne sont pas décelables autrement que par des appareils électriques très sensibles, des appareils électroniques même ultra sensibles qu'on pourra obtenir peut-être dans 5-10 ans d'ici, peut-être avant.